Palestine, فلسطين terrain sonore. أصوات ميدان البحث. Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens. Avec Lucie Duvignac et Clémence Vendriès. Épisode 5. La Palestine au centre de la scène. C'est plutôt la langue qui m'a menée au théâtre palestinien. Casser le quatrième mur, ce n'est pas une question qui s'est vraiment posée, puisque finalement il était déjà cassé. Quand on vit à Gaza et quand on vit à Haïfa, on n'a pas du tout les mêmes choses à raconter. Au printemps 2020, le collectif Poulpe a publié son texte fondateur pour une approche décoloniale du théâtre en arabe, le Manifeste de Jérusalem. Le projet Orient-Occident, langue, politique, esthétique théâtrale est né des insuffisances théoriques des études théâtrales européennes sur les scènes extra-européennes et des réflexions de 3 chercheuses et d'un chercheur issus du système académique français et européen. Par sa position géographique et son rayonnement politique, le Manifeste de Jérusalem vient biffer, rayer les 2 O d'Orient et d'Occident qui composent le OU de Poulpe. L'historiographie, la production et la diffusion du théâtre dit arabe en Occident sont encore largement déterminées par des considérations orientalistes. Pour être reconnu par le répertoire occidental, le théâtre en arabe doit souvent répondre à un cahier des charges politiques et esthétiques conditionné par un regard européocentré. C'est pourquoi le Manifeste de Jérusalem défend l'indépendance d'un théâtre arabe et en arabe qu'il faut décoloniser. Nous recevons aujourd'hui Najla Nakhleh-Serrouti, cofondatrice du collectif Poulpe et chercheuse à l'IFPO. Son travail de recherche fait exister le théâtre palestinien contemporain sur la scène scientifique et littéraire française. Elle a reçu 2 prix, dont celui de la meilleure thèse INALCO en 2017 pour sa thèse « La Palestine sur scène, une approche géocritique du théâtre palestinien de 2006 à 2016 ». Elle vient de traduire et de publier 3 pièces de théâtre palestiniennes, rassemblées en un seul ouvrage, intitulé « L'individu au centre de la scène ». Que ce soit par son manifeste théâtral ou par son travail d'analyse des archives de François Abou Salem, le fondateur du Théâtre national palestinien, El Hakawati, elle contribue à faire vivre la ville de Jérusalem comme centre intellectuel palestinien. Bonjour Najla. Bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Oui, bien sûr. Tu es née où et quand ? Je suis née à Rennes, en Bretagne, en 1985. Comment as-tu rencontré la Palestine ? Par les livres et par les connaissances qui sont produites sur la Palestine. J'ai étudié l'arabe à l'INALCO et par ma recherche. Donc justement, pour reprendre le fil du Manifeste de Jérusalem, nous allons commencer par ton parcours académique. Tu as décidé d'étudier l'arabe à la sortie du lycée. La formation repose sur l'apprentissage de l'arabe standard et d'au moins une forme dialectale. Et comment t'es-tu dirigée vers le dialecte palestinien ? Je suis arrivée à la Palestine par le théâtre et je suis arrivée au théâtre par la langue arabe. Donc je me suis tout d'abord intéressée aux enjeux de l'écriture dramaturgique, donc l'écriture du théâtre en arabe, puisque le théâtre est un genre à dimension fortement littéraire, pratiqué à l'oral, et donc moi ce qui m'intéressait beaucoup c'était de savoir comment en fait cette double nature du théâtre s'applique à la langue arabe, puisque la langue arabe est une langue qui repose sur ce qu'on appelle une pluriglossie, donc plusieurs registres de langue, notamment un registre écrit et un registre oral. La pratique du théâtre en arabe pose la question du choix du registre de langue. Donc je me suis intéressée au théâtre en dialecte, puisque les productions littéraires en arabe sont traditionnellement écrites en arabe littéraire, ce qu'on appelle l'arabe littéraire, qui est l'arabe de l'écrit. Et je me suis d'abord intéressée au théâtre en dialecte libanais, puisque c'est au Liban, dans les années 60 et 70, qu'émerge un courant de théâtre en arabe, en dialecte et de qualité, donc qui sort en fait des registres folkloriques et comiques et un petit peu légers auxquels le théâtre en dialecte était jusqu'alors restreint. La production en dialecte a surtout été étudiée donc soit pour les enjeux linguistiques, qu'est-ce que c'est que d'écrire du théâtre en dialecte, soit pour les conséquences esthétiques que ce choix a sur les productions, donc la dimension folklorique ou des œuvres qui relèveraient plus en fait du spectacle vivant que de la production théâtrale telle qu'on l'entend dans un sens plus classique. Et dans mes recherches, je suis tombée sur un article
un article scientifique qui parlait de l'expérience de Roméo et Juliette, la production israélo-palestinienne dont parle Emmanuel Thiebaud dans un précédent épisode du podcast. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est en fait la manière dont cette expérience s'empare ou incarne les enjeux linguistiques du choix en fait d'un registre ou même d'une langue pour incarner ou pour exprimer un message sur scène. Pour essayer de préciser ces enjeux linguistiques et culturels, par jeu typographique, dans le titre du manifeste de Jérusalem, vous avez choisi de parler du théâtre en arabe avec des parenthèses autour de la préposition « en », évoquant à la fois un théâtre arabe et un théâtre en langue arabe. Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens énormément. Finalement, l'idée générale aussi de ce manifeste, c'est qu'on ne peut pas parler du monde arabe comme un espèce de bloc monolithique où tout le monde serait un petit peu pareil parce qu'ils parleraient la même langue et auraient la même religion. Finalement, personne n'a la même religion. Enfin, il y a aussi plusieurs religions. La langue, on ne peut pas dire que tout le monde parle la même langue. Les sociétés sont très diverses à différentes échelles, que ce soit à l'échelle de l'individu, de la famille, de la ville, de la région, du pays, etc. Parler de théâtre en arabe, pour moi, c'est quelque chose qui en fait relève de l'absurde, pratiquement. C'est comme si, on parle du théâtre européen, mais on ne le considère pas comme un bloc. Et donc, pour moi, il me semble beaucoup plus correct et beaucoup plus juste de parler de théâtre en arabe. Si on s'intéresse vraiment à ces productions, on se rend compte qu'entre le théâtre syrien et le théâtre palestinien, il n'y a finalement que la langue qui est en commun. Quand tu as débuté ton travail de thèse, contrairement aux doctorants qui étudient la littérature depuis une bibliothèque, tu as choisi de parcourir Israël et la Palestine, en allant jusqu'au camp de réfugiés palestiniens au Liban pour collecter des pièces de théâtre. Comment d'abord as-tu pris contact avec les auteurs et les dramaturges ? Moi, j'aime pas trop l'expression Israël et Palestine parce que justement, le terrain et la chance que j'ai eue en fait de parcourir ces espaces m'a aussi fait prendre conscience que Israël et Palestine, en fait, si elles recouvrent des réalités territoriales qui sont d'ailleurs discutées et puis contestées, elles ne recouvrent pas des réalités humaines, culturelles et aussi politiques. Donc je préfère parler d'espace israélo-palestinien. Tout simplement, en Israël, il y a une Palestine qui existe. En Palestine, le fait israélien est également très présent. Et ensuite, comment ils ont réagi quand tu leur as demandé de te confier le manuscrit de leurs œuvres ? Il y a eu très vite une confiance qui s'est établie entre eux et moi et m'ont envoyé tout le matériau théâtral qu'ils avaient à leur disposition. Après, je pense parce que si je parlais arabe, je considère que j'ai été vraiment chanceuse dans mon terrain. Peu de chercheurs s'intéressent au théâtre palestinien. Les auteurs ou les artistes étaient heureux d'être contactés, de voir qu'on s'intéresse à leur travail. Et je pense qu'ils étaient d'autant plus contents, en tout cas ou favorables à ma démarche, parce que je m'intéressais à leurs travaux pour leur dimension esthétique et non pas la dimension politique ou l'intérêt sociologique ou anthropologique que peut présenter une expérience théâtrale. Je crois que sortir de la condition du Palestinien comme un objet politique vraiment a suscité leur intérêt et puis leur curiosité. J'ai contacté tous ceux qui me semblaient pertinents, c'est-à-dire les théâtres, les comédiens qui avaient participé aux productions que j'avais pu identifier, les directeurs des théâtres, tout ce qui avait lieu, tout ce qui avait un lien avec le théâtre en Palestine. J'ai cherché à les contacter et puis tout le monde a répondu de manière très positive. Il y a eu plusieurs types de réactions, donc des réactions très enthousiasmées. Et puis alors il y a aussi eu ce que j'ai remarqué, c'était quand même, alors ça c'était plutôt du côté des Palestiniens qui travaillent en Israël. On m'a souvent dit mais qu'est-ce que ta recherche fera 10 pages quoi. Il n'existe pas de théâtre palestinien. Ce qui a été intéressant pour moi, c'était de mettre au jour en fait chez les producteurs, chez les gens de théâtre palestiniens, le sentiment que le théâtre palestinien n'existe pas. Donc ça a été très intéressant en fait pour moi de réfléchir à comment ils perçoivent leur pratique, comment ils la définissent. Une des réponses qui pourrait être apportée à ça, c'est que finalement, à l'image de la Palestine ou des Palestiniens, les expériences sont isolées pour des raisons territoriales. La difficulté pour ces artistes, c'est vraiment de se sentir en lien avec d'autres praticiens du théâtre. En parlant de toutes ces personnes que tu as contactées, en rédigeant les questions, avec Lucie, on s'est rendu compte qu'on mettait tous les termes au masculin,
En partie parce qu'à chaque fois que j'entends parler d'auteurs et de dramaturges, ce sont des hommes. Donc on se demande, est-ce qu'il existe des Palestiniennes autrices de théâtre ? Déjà, il y a peu de... Moi, je me suis pas directement intéressée à ces questions de genre dans la pratique théâtrale en Palestine. Mais ce que je peux dire, c'est que pendant longtemps, on a eu du mal à trouver des comédiennes. Jusqu'à maintenant, ça dépend des milieux, des villes. Écrire du théâtre, c'est vrai que ça pourrait peut-être être plus facile pour les femmes, puisqu'elles sont pas sur scène. Et il y a plusieurs métiers. En fait, il y a beaucoup de femmes en réalité qui écrivent du théâtre, mais elles sont peut-être moins connues. La plupart des expériences théâtrales sont quand même beaucoup des expériences d'écriture collective, donc avec des femmes et des hommes. Après, il y a toujours une personne qui fixe le texte, mais comme le théâtre est très peu publié, finalement le texte a des limites qui sont vraiment mouvantes. Le monologue de Gaza du théâtre Ashtar, c'est Imen Raoun qui a largement mené les ateliers d'écriture par les enfants qui racontaient leur expérience de plomb durci en 2008 à Gaza. Une fois, tu m'avais parlé d'une autrice qui était druze. Donc effectivement, par exemple, en plus de Imen Raoun, il y a aussi Fida Zeidan, une jeune artiste palestinienne, donc citoyenne israélienne, qui est issue de la communauté druze, qui a écrit une pièce qui s'appelle Le dernier jour du printemps, qui en fait raconte son expérience en tant que sœur de soldats. Donc elle a perdu 2 frères au combat engagés dans l'armée israélienne. Ces 2 frères sont décédés et donc à partir de cette expérience, elle écrit une pièce. En fait, elle s'inspire du mythe d'Antigone parce que les soldats israéliens morts au combat sont enterrés dans des cimetières militaires. La famille souhaite enterrer leurs fils et leurs frères dans leur terrain familial qui se trouve dans le nord d'Israël. Et toute la pièce, en fait, c'est de donner une sépulture à son frère. Les lieux de production et de représentation des pièces que tu as étudiées ne sont pas neutres. Tu mobilises le concept de géocritique pour analyser l'ensemble de ton corpus théâtral. En quoi cette approche est-elle pertinente pour la Palestine ? Alors, la géocritique, c'est l'étude des espaces littéraires et de leur interaction avec les espaces réels. Donc finalement, c'est interroger le mythe et son référent dans la réalité. Et ce qui m'a vraiment intéressée dans ces modèles théoriques et appliqués à la Palestine, c'est qu'en fait, la Palestine se nourrit beaucoup de mythes qui couvrent en fait souvent, je trouve, un regard clairvoyant sur la réalité. C'est aussi ce que développe Edouard Saïd. Je veux dire, il n'y a pas que la géocritique qui a dénoncé ce qu'on appelle l'essentialisme, en fait, la manière qu'on a d'essentialiser la Palestine et de voir la Palestine et les Palestiniens au prisme d'idées qu'on aurait construites auparavant. Donc les expériences palestiniennes, elles sont très diverses, donc en raison de la fragmentation du territoire, de Gaza au camp de réfugiés en passant par les Palestiniens qui vivent en Israël. Est-ce que les pièces de théâtre écrites par des Palestiniens, elles sont différentes selon les lieux géographiques où elles proviennent ? Oui, tout à fait, oui. On remarque en fait des procédés, des manières de faire différents selon les lieux de production. Pourquoi ? Parce que le théâtre, déjà, c'est une pratique qui demande un niveau d'éducation. Le théâtre amateur, c'est encore autre chose. Donc en Israël, il y a des départements d'études théâtrales, notamment à Haïfa et à Tel Aviv. Donc dans les universités israéliennes, les gens de théâtre ont étudié, ont suivi des formations. Ils ont aussi suivi des formations à l'étranger, beaucoup en Russie, dans les années 80, 90. Du côté des territoires, la production a longtemps aussi été marquée par la pratique amateur. Il n'y avait pas d'institut pour apprendre les techniques et les métiers. Et puis, il n'y a pas de théâtre public. Une pratique subventionnée par un État n'existe pas. En fait, subventionnée par un État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi que les comédiens ou les techniciens ou les auteurs reçoivent un salaire. Comme ils ne sont pas payés pour faire du théâtre dans les territoires, ils sont obligés de travailler à côté pour payer en fait leur pratique du théâtre, et donc ça limite un peu la pratique à un cadre amateur. L'amateurisme et l'expérience est aussi une forme de connaissance. Depuis un certain nombre d'années, on assiste
assiste à une sorte de rapprochement entre les Palestiniens des différents lieux de production, des influences réciproques entre les différentes expériences, qu'elles soient fortement amateurs ou fortement professionnels. Et ensuite, ça a des conséquences sur les choix esthétiques. Mais bon, il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a aussi les conditions de vie, enfin, leur expérience personnelle, ce qu'ils veulent raconter. Quand on vit à Gaza et quand on vit à Haïfa, on n'a pas du tout les mêmes choses à raconter. Donc, en fonction des lieux de production, l'expérience mise en scène est différente, puisque le théâtre est quand même largement dépendant du contexte dans lequel il se déploie. Donc, au fil de ton terrain, est-ce que tu as réussi à rencontrer des auteurs ou des comédiens de Gaza ? Oui, j'ai eu la chance d'aller à Gaza une fois en 2014, en mai 2014, donc avant l'invasion de l'été 2014, et bon, qui a eu pour conséquence de fermer l'accès à Gaza pour pas mal de temps. J'ai rencontré plusieurs auteurs qui sont, en fait, à Gaza, les auteurs en général sont aussi des comédiens. Et c'est vrai que Gaza étant complètement isolé du reste de la Cisjordanie, des territoires et d'Israël, et donc des praticiens du théâtre palestinien. Disons que le modèle peut-être, ou le cadre, suggère plus la réalité du théâtre égyptien. N'étant pas une spécialiste du théâtre égyptien et ma connaissance du théâtre pratiqué à Gaza étant très limitée pour des raisons évidentes, je dirais que ce sont plus des observations, voire des intuitions. Tout d'abord, évidemment, il y a la dimension linguistique, le dialecte de Gaza étant très proche du dialecte égyptien. Donc effectivement, la langue est proche avec ses intonations, sa mélodie, son rythme, et puis ses jeux de mots, ses expressions idiomatiques, etc. Et puis surtout, une dimension comique, proche de ce qui pourrait être notre théâtre de boulevard, qui a été très développé en Égypte au théâtre public pour amuser, pour divertir le public. Pour parler de l'espace à une autre échelle et comprendre ce qu'il se passe entre le public et les comédiens, séparés par le 4e mur, c'est-à-dire la matérialisation invisible entre l'espace réel et l'espace fictif. Le théâtre moderne a parfois cassé le mur pour s'adresser au public, mais dans ton expérience du théâtre palestinien, certaines créations vont encore plus loin en faisant fusionner l'espace où se déroule l'action fictive et l'espace réel où est jouée la pièce. Tu as par exemple déjà vu une pièce jouée dans les ruines d'un village dont elle raconte la fin. Est-ce là une spécificité du théâtre palestinien ? Complètement. Alors, le concept de 4e mur est un concept européen, occidental, qu'on a longtemps appliqué aux dramaturgies extra-européennes, mais qui finalement ne fait pas forcément sens quand on parle d'un théâtre, en l'occurrence palestinien, ou un théâtre syrien, ou un théâtre libanais, sauf pour les expériences théâtrales qui cherchaient à s'inspirer du modèle occidental. Mais les pratiques ont aussi cherché à s'émanciper de ce modèle pour produire un théâtre beaucoup plus local, en tout cas qui s'inscrit dans un héritage théâtral local qui existe bien avant l'importation de la forme européenne du théâtre, importation qui a eu lieu au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Mais avant, il existait des pratiques comme le conteur, le théâtre d'ombre, qui sont les exemples qu'on donne le plus souvent, qui sont enfin des héritages directs en fait du théâtre tel qu'on le pratique actuellement, en tout cas en Palestine. Et c'est vrai que la spécificité du théâtre palestinien, je crois, c'est qu'elle ne se pose pas la question de ce qu'on appelle la question de l'authenticité. Comment créer un théâtre local alors que le théâtre est un genre importé de l'Europe et de l'Occident. Le théâtre palestinien, parce qu'il est sûrement arrivé un peu plus tard qu'au Liban ou en Syrie, donc au Liban ou en Syrie, c'est la seconde moitié du 19e siècle. On peut dire que le théâtre palestinien, il a vraiment émergé au début des années 60. C'était la période que j'évoquais tout à l'heure où le théâtre en dialogue commençait à émerger. Donc la question du modèle occidental ne s'est pas vraiment posée, en tout cas elle ne s'est pas posée de manière directe et ça n'a pas été un modèle imposé qu'on peut s'imposer soi-même. Je ne dis pas que des forces étrangères sont venues imposer un modèle de théâtre. Mais en tout cas, dès l'émergence
l'émergence du courant théâtral en Palestine, on puise dans la pratique des formes du spectacle vivant local et traditionnel. Il y a toujours eu un rapport au public très naturel qui implique effectivement un rapport à l'espace théâtral complètement différent, beaucoup plus libre qu'une scène avec une salle et puis un plateau surélevé, enfin voilà. Comment décrirais-tu alors un espace théâtral adapté à la pratique palestinienne ? C'est vrai que les salles de théâtre palestiniennes sont dans leur majorité construites de manière classique, c'est-à-dire un dispositif scénique constitué d'un plateau surélevé en frontal, donc les salles telles qu'on les connaît en Europe et plus largement en Occident. Parmi les éléments fondamentaux et communs aux productions que j'ai pu voir émerger dans les pièces que j'ai étudiées, mais aussi celles auxquelles j'ai assisté, on trouve la centralité du récit, cette force du récit dans la dramaturgie palestinienne contemporaine, d'un point de vue spatial, implique une distribution de la parole dans la totalité de l'espace de la représentation. On est dans la parole et pas dans l'action, et donc il faut que cette parole puisse être intelligible, distribuée partout, particulièrement dans les pièces monologuées où elle est portée par un seul comédien. Cette dominance de la parole implique également la centralité du public dans le processus de création. C'est-à-dire que chaque membre du public, chaque personne qui est assise dans la salle fait partie du processus de création théâtrale. Et pour cela, il faut que le public puisse participer pleinement à la représentation, au moment de la représentation. Et ce n'est pas en étant dans un rapport de hiérarchie avec la scène. C'est pour cette raison que je suis pour une autre forme de dispositif, d'espace théâtral qui se construit sur l'égale reconnaissance de tous les éléments nécessaires à la création. Alors cette égalité peut se matérialiser par un plan horizontal qui place tous les éléments au même niveau, donc on peut très bien imaginer qu'il n'y ait plus de scène. Les différents éléments du processus de création offrent la possibilité de construire un espace à la géométrie évolutive. La scène serait donc au même niveau que les spectateurs et les spectatrices, et en fait les comédiens seraient presque dans l'audience. Pour que nos auditeurs et auditrices se représentent mieux cet espace scénique, on pourrait imaginer plutôt une scène ronde où le public serait tout autour. L'expérience de la représentation devient un réel échange dans l'espace et dans le temps. Cette configuration permet également la convergence des regards entre les différentes personnes présentes au moment de la représentation. Dans l'ombre du martyr, le temps parallèle, Taha, pour passer de la scène à l'écrit, ce sont les titres des 3 œuvres que tu viens de traduire et de publier aux presses de l'IFPO. Pourquoi as-tu choisi ces 3 pièces dans l'ensemble du répertoire théâtral palestinien, resté presque impublié en France jusqu'à aujourd'hui ? Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup pourquoi ? Parce que c'est des pièces que je considère de grande qualité et qui peuvent parler à un public autre qu'un public palestinien. Je les ai aussi choisis parce que ce sont trois expériences théâtrales fortes de la décennie 2010-2020 en Palestine. Donc, quand je dis forte, expérience théâtrale forte, c'est aussi un rapport au public. On parlait du public, donc elles ont été très appréciées par le public palestinien. Elles ont beaucoup tourné en Palestine et elles ont aussi tourné en dehors de la Palestine. Donc elles ont porté la voix de ces auteurs palestiniens. Lorsque tu as commencé le processus d'édition de ces pièces, est-ce que le choix de faire une édition bilingue a été une évidence ? Disons que j'aurais pu ne publier que les textes arabes plutôt que de publier que les textes en français. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait vraiment en tant que chercheur, puisque je ne suis pas traductrice, c'était de proposer une édition de ces textes théâtraux qui n'auraient peut-être jamais vu le jour sans ce travail en fait, de recherche que j'avais accompli. Je trouve que c'est très important de faire connaître, en tout cas aussi en tant que chercheur, de faire connaître une partie de mon travail à un public autre qu'un lectorat scientifique. Donc la version bilingue, oui, m'a semblé être une évidence qui ouvre beaucoup de perspectives en fait dans l'étude de l'arabe, travailler des petites mises en scène, apprendre par cœur les textes. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de donner accès à des metteurs en scène, des comédiens, des artistes que j'ai pu rencontrer donc en France,
qui s'intéressent beaucoup à la production théâtrale palestinienne contemporaine, mais qui n'ont pas accès à cette production pour des raisons linguistiques, tout simplement. En participant à la constitution de cette bibliothèque théâtrale palestinienne, tu as choisi une photographie pour illustrer la couverture de ton ouvrage, qui nous montre une scène de théâtre. Peux-tu nous décrire ce qui se joue sur scène à ce moment précis ? Alors, donc cette photo, elle est prise pendant la création, donc la première de Dans l'ombre du martyr de François Abou Salem à Beyrouth en avril 2011. Peu de temps avant la mort de François Abou Salem, qui s'est suicidé le 1er octobre 2011. Déjà, c'est François Abou Salem, une figure qu'on considère comme le fondateur du courant théâtral palestinien contemporain. C'était aussi lui rendre hommage à son apport pour la pratique du théâtre en Palestine jusqu'à maintenant. Et aussi très représentatif, je crois, de la production théâtrale palestinienne contemporaine, puisqu'on a un homme seul sur scène. On a pu remarquer la récurrence des formes monologuées. Bon, ce qui est aussi très beau dans cette image, c'est qu'elle est assez annonciatrice. En fait, François Abou Salem porte une veste qui est accrochée à un bâton, mais en fait, en tout cas, la pièce Dans l'ombre du martyr annonce le suicide de François Abou Salem. Au-delà de la puissance poétique et symbolique de cette image, c'est aussi en fait représentatif d'un courant très fort dans la pratique théâtrale palestinienne. C'est la biographie ou l'autobiographie scénique, ce que j'ai appelé des récits de soi sur scène. Donc le théâtre palestinien actuellement est le lieu où l'individu se raconte. Donc je trouve que cette photo, en fait, elle représente, c'est un condensé en fait de beaucoup de phénomènes assez important du théâtre palestinien tel qu'il est pratiqué actuellement, et aussi c'est un hommage à François Abou Salem. Pour rebondir sur François Abou Salem, tu mènes en ce moment à l'IFPO aussi un programme de recherche autour de ces archives. François Abou Salem, qui est le fondateur du Théâtre national palestinien à Jérusalem. Est-ce que tu peux nous dire comment le Théâtre national palestinien, El Hakawati, le conteur en arabe, a participé au rayonnement artistique palestinien ? François Abou Salem, je le disais, est considéré comme le père fondateur du théâtre palestinien, contemporain. Pourquoi ? Parce que, il a fondé, comme tu le disais, le théâtre national palestinien Al-Hakawati à Jérusalem, mais avant de fonder le théâtre national palestinien Al-Hakawati, il a fondé la première troupe de théâtre, donc professionnelle ou à vocation professionnelle. On parlait tout à l'heure des enjeux de la pratique professionnelle ou amateur, et donc par la fondation de cette première troupe en 1977, il a vraiment donné l'impulsion à la pratique professionnelle palestinienne. Tous les gens qui pratiquent du théâtre ou qui ont pratiqué du théâtre sont passés par François Abou Salem ou par la troupe El-Hakawati, qui a ensuite inauguré le premier théâtre en tant que lieu en Palestine, qu'on appelle maintenant le Théâtre national palestinien El-Hakawati. Donc c'est vraiment dire son importance en fait dans l'émergence du courant théâtral palestinien. Et ce que je trouve aussi tout à fait fondateur chez lui, c'est qu'il a créé un fonds d'archives, donc le fonds d'archives sur lequel je travaille actuellement, qui est un fonds que j'ai découvert en 2014 au cours de mes recherches doctorales, qui est en fait un fonds constitué donc, par François Abou Salem. Et je crois que le fait qu'il ait constitué des archives théâtrales est un élément supplémentaire qui lui donne cette place vraiment essentielle dans l'histoire du théâtre palestinien contemporain. Alors du coup, Clémence, tu veux conclure ? Après presque 20 ans à étudier l'arabe et 10 ans à séjourner et étudier en Palestine, le manifeste de Jérusalem vient marquer une prise de distance intellectuelle et une prise de conscience politique dans ton parcours. Pourquoi maintenant, selon toi ? Ce dont ce texte témoigne, c'est quand même l'émergence d'un courant de jeunes chercheurs sur le théâtre en arabe, qui souhaitent aussi renouveler les pratiques de recherche très humblement, mais en tout cas l'apport c'est que oui, on veut constituer une communauté de chercheurs réunis autour d'une même vision en fait de la pratique de la recherche sur le théâtre en arabe en ce moment.
Donc pourquoi? Je sais pas. Le décloisonnement disciplinaire fait que des spécialistes des études arabes travaillent avec des spécialistes des études théâtrales. Moi, j'ai beaucoup appris des études théâtrales. Et mes collègues des études théâtrales ont, je crois, beaucoup appris des études arabes en fait, pour questionner en fait les pratiques qui étaient jusqu'alors établies. Ce dont témoigne ce texte, c'est en fait l'entrée des études littéraires dans le terrain en fait. Jusqu'à maintenant, on était peu à faire du terrain, en fait avoir des objets littéraires, les traiter à partir aussi de données récoltées sur le terrain. Au théâtre, on ne peut pas le faire autrement puisque le théâtre est peu traduit comme je le disais, il est peu publié, les archives sont lacunaires, donc il n'y a que par le terrain qu'on peut avoir accès, qu'on peut mener en tout cas un travail sur le théâtre. Ce que j'entendais par positionnement politique, c'était cette idée de décoloniser le théâtre, et c'était aussi une réflexion sur le fait que vous avez eu l'envie d'appeler ce texte un manifeste. Un manifeste, c'est une tradition artistique, mais c'est aussi une déclamation politique et une prise de point de vue sur le monde. Manifeste aussi, pour nous, c'était une position de recherche. Ce qui est très important et ce qu'on essaye aussi bien de souligner dans ce texte, c'est qu'on n'est pas du tout les premiers à avoir fait ces constats, ni à avoir voulu travailler selon ces orientations. Ça aurait pu s'appeler prise de position de Jérusalem, mais c'est vrai que le manifeste nous semblait un terme aussi plus fort peut-être, parce qu'on voulait vraiment affirmer cette position de recherche. Et aussi parce que, je crois, parce que tu parlais de la dimension aussi artistique, notre objet nous le permet, on peut s'adresser à différents corps de métier, c'est-à-dire que notre manifeste cherche aussi à s'adresser aux programmateurs des salles en France et en Europe, aux artistes. L'idée, c'est aussi que la recherche puisse servir à d'autres professions que celle de la recherche, quoi. Et au théâtre, on peut le faire, donc les traducteurs, des artistes, des programmateurs. Effectivement, décloisonner, mais aussi les décloisonner d'un point de vue professionnel, quoi. Et que notre contribution de chercheurs puisse servir à d'autres. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Najla. Je vous en prie, merci à vous. Merci à toi. Au revoir, Najla. Au revoir, ouais. La Palestine est occupée pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3. Épilogue théâtral, en arabe et en français, dans une traduction de Najla Nakhlet-Cherouti. C'est un poème de Fadi Jomar, qui est un poète syrien, qui est récité dans une pièce de Bachar Mourous intitulée Amakin Okhra, d'autres lieux, et qui me plaît beaucoup parce qu'il incarne en fait cette portée universelle du théâtre palestinien contemporain. لا تعشقي لاجئا لا تعشقي لاجئا ستكون جيوبه مكتظة بمفاتيح بيوت سكنها في رحلته لا مكان للحلوى ولا للخواتم فيها أساطيره التي يرويها عن بلادها وأبطالها هي كوابيسه كل ليلة أتصدقين أن ناجيا من حرب سيكون الرجل المناسب لتقول له أحلاما سعيدة لا تعشقي لاجئا لن يستطيع أن يقطع حدودا بعد مهما كانت مفتوحة بينكما راوغ رجال شرطة وموظف تفتيش حتى فقد قدرته على مراوغة لحظة تمنع كيف سيصلك رجل لا يتقن مراوغة التمنع؟ عانق أشجاراً لا أذرع لها لتعانقه هل عانقت إنساناً بلا ذراعين من قبل؟ لا تعشقي لاجئاً أو اعشقيه إذا أردت بيتاً من الانتظار رقصاً مجنوناً بعد انتصار لن تدركي معناه اعشقيه إذا أردت معرفة توقيت كل مدن العالم. Ne tombe pas amoureuse d'un réfugié. Ses poches seront remplies des clés des maisons qu'il a habitées au cours de ses tribulations. Il n'y a pas de place pour les sucreries et les bagues. Les légendes qu'il raconte à propos de son pays et leurs héros sont des cauchemars qui hantent chacune de ses nuits.
Crois-tu qu'un rescapé de la guerre est l'homme à qui tu souhaites une bonne nuit ? Ne tombe pas amoureuse d'un réfugié. Il ne pourra pas franchir les frontières, même celles qui sont ouvertes entre vous deux. Il a trompé des policiers et des inspecteurs, au point d'avoir perdu sa capacité à jouer. Comment un homme qui ne sait pas te taquiner viendra à toi ? Il a embrassé des arbres qui n'ont pas de branches pour l'enlacer. As-tu déjà serré un homme sans bras ? Ne tombe pas amoureuse d'un réfugié, ou aime-le, si tu rêves d'une maison remplie d'attentes, d'une danse folle après une victoire dont tu ne connais pas le sens. Aime-le si ton souhait est de connaître les fuseaux horaires de toutes les villes du monde. Et pour conclure l'année 2020, un immense merci à Nathalie pour sa magnifique calligraphie Philistine, à Lucie pour sa créativité méticuleuse renouvelée à chaque illustration d'épisode. Merci à Najla et Wael pour leur participation au podcast. Et enfin, à Christian et Samir pour leurs compositions musicales originales. Merci d'avoir écouté notre podcast Palestine Terrain Sonore. Nous serons de retour en février 2021 pour la 2e saison.